La puissance respecte la puissance. Et la puissance dans ce monde post-révolution industrielle, c'est la technoscience. La technoscience, c'est le creuset, c'est le fondement de la puissance. Le monde de demain se construit d'abord avec les sciences. Donc moi, j'ai essayé vraiment de m'extraire de l'idéologie, des fantasmes et des débats intellectualistes pour nous ramener sur le réel. Dans un contexte où les ressources sont limitées, pour moi, la question d'optimisation, la question de priorisation est essentielle. Les nations les plus technologiquement développées vont toujours dominer les nations qui n'ont pas de technologie. Ceux qui ont le plus d'influence sur la société, à mon avis, ce sont les écrivains. Donc, ce que vous voyez là, c'est le fruit d'une année d'écriture, c'est vrai, mais c'est le fruit d'une décennie de recherche. Mon ambition, c'est d'en faire un livre de référence dans lequel vous allez trouver les principales questions que vous vous posez sur le développement de l'Afrique. Déjà, l'histoire du livre, comment est venue l'écriture de ce livre. Il faut dire que je suis un scientifique de formation, j'ai un doctorat en télécom. Télécom, c'est une filière scientifique. Mais je dirais en fait que je suis un scientifique, mais ayant l'âme d'un littéraire. Je suis un scientifique ayant l'âme d'un littéraire. C'est-à-dire que j'ai compris très vite que la science est une nécessité. La science dans le sens des sciences exactes, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie. Pour moi, les sciences sont une nécessité. Le monde avance grâce à la science. C'est la raison pour laquelle dans le sous-titre, vous voyez technosciences. Sans la science, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure, on n'aurait pas. Le téléphone qui est en train de me filmer, c'est le fruit de la science. Vous voyez, donc j'ai compris très vite que la science est une nécessité et donc je me suis attelé à faire les sciences parce que j'ai compris que le monde marche sur la base de la science. Tu as beau aimer la littérature, je me suis dit fais la science parce que le monde de demain se construit d'abord avec les sciences. Et donc j'ai pris le temps de faire un doctorat dans les sciences, dans les télécommunications. Mais quand je regarde également mon parcours, j'étais intéressé par la littérature. J'aimais la littérature. Quand j'étais à l'école primaire, par exemple, les dictées questions, j'aimais beaucoup. J'aimais faire les résumés de textes. J'aimais beaucoup. Voilà, je m'y donnais à cœur. Je suis un passionné de littérature, mais je me suis dit qu'il fallait d'abord faire les sciences pour maîtriser la science. Parce que l'esprit scientifique est important pour faire avancer les choses. Et donc, voici un peu comment les choses ont commencé. Je me suis inscrit dans les centres de lecture. J'ai beaucoup lu. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs qui m'ont impressionné. Et quand je me suis regardé, je me suis dit, un jour, j'aimerais aussi être un écrivain. J'aimerais aussi participer ainsi à l'avancée des idées. Et quand je prends un peu de recul, je me rends compte que ceux qui ont le plus d'influence sur la société, ce sont les écrivains. Je répète, ceux qui ont le plus d'influence sur la société, à mon avis, ce sont les écrivains. Pourquoi je le dis? Je vais vous prendre deux exemples concrets, vous allez comprendre ma réflexion. Il n'y aurait pas de Barack Obama. Barack Obama n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'avait pas lu les livres qu'il a lus. Je vais prendre l'autre exemple maintenant. Hitler n'aurait pas été le leader malfaisant qu'il a été s'il n'avait pas lu les livres qu'il a lus. Donc, ceux qui ont le plus d'influence sur la société, à mon avis, ce sont les écrivains. Parce que chacun de nous est le résultat des idées auxquelles il a été exposé. Hitler a été le résultat des idées auxquelles il a été exposé. Barack Obama également a été le résultat des idées auxquelles il a été exposé. Donc j'ai compris que l'écrivain joue un rôle central dans la société. Et comme j'aime la littérature aussi, je me suis dit, allons, écrivons. Ça permet de contribuer au débat public pour l'enrichir. Et ça permet aussi de laisser un héritage. Parce que dans 100 ans, on pourra encore consulter les priorités de l'Afrique. Les petits-enfants pourront regarder et dire, ah, voici ce que grand-père avait dit sur la technoscience en 2025. Et je serai content de voir que les idées continuent de se propager. Donc voici un peu la petite histoire derrière le livre. Comment alors est venue l'écriture concrète de ce livre? C'est parti d'un article. J'ai écrit un article de presse. Je réfléchissais sur l'importance de l'éducation scientifique. Bon, là, c'est toujours la technoscience qui est au cœur de la réflexion. Donc, je suis parti il faut prioriser l'éducation scientifique en Afrique. J'ai écrit un article là-dessus. Chaque 24 janvier, en fait, c'est la journée mondiale de l'éducation. Donc, l'article, j'ai commencé à préparer l'article en septembre 2023 pour le publier en janvier 2024. Donc, j'ai pris à peu près 3-4 mois pour travailler sur cet article et faire ressortir tout ce que j'ai à cœur concernant les priorités en matière de technosciences en Afrique. Donc, tout est parti d'un article. Mon objectif, ce n'était pas d'écrire ça, hein. C'était d'écrire un article. Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire l'article, il y avait tellement de contenu. L'article fait à peu près 3 à 4 pages déjà. Alors que j'étais parti sur un truc de 1-2 pages juste pour dire l'essentiel. Mais je me retrouve avec 3-4 pages.
Et malgré ces 3-4 pages, l'inspiration foisonnait, je voyais tel aspect, tel aspect, tel aspect. Moi, je me suis dit, bon, tu peux rien à noter tout ça. Notons et voyons où est-ce que tout cela va nous conduire. Et c'est comme ça que, chemin faisant, j'ai commencé à développer. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que c'est le début d'un livre qui commence. Et donc, c'est là que j'ai pris la décision, voilà, d'en faire un livre qui est aujourd'hui donc présent ici et que j'ai la joie et le bonheur de vous présenter. Donc, tout est parti d'un article. Alors, c'est un livre donc que j'ai écrit pendant environ une année. Donc, janvier 2024 à peu près, on va dire octobre, novembre 2024. Donc, c'est quasiment une année d'écriture régulière parce que voilà, le soir, les week-ends, il faut écrire. Mais pas seulement une année d'écriture, mais 10 ans de recherche, en fait. Depuis donc 2016, depuis 2015-2016, je me suis intéressé aux questions de développement et j'ai commencé à faire des recherches. Donc, ce que vous voyez là, c'est le fruit d'une année d'écriture, c'est vrai, mais c'est le fruit d'une décennie de recherche. J'ai conseillé là toutes mes convictions que j'ai accumulées pendant une décennie. Ce qui fait de ce livre un livre spécial parce que je vais donner plus tard les références qui sont contenues dans le livre. Un livre de 300 pages. C'est un gros pavé. Pour ceux qui n'aiment pas lire, merci. Alors, pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, rassurez-vous, vous allez pouvoir lire ça facilement, je vous rassure. Donc, c'est un gros pavé de 300 pages. Alors, pourquoi 300 pages? Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à un sujet aussi complexe en 100 pages, c'est pas possible. Le sujet, il est tellement complexe, il est tellement dense, il est tellement encyclopédique, tellement holistique, que je ne pouvais pas me permettre de traiter un tel sujet en 100 pages ou en 150 pages. Voilà, il faut vraiment du temps, il faut vraiment décortiquer beaucoup d'aspects. Et ce que je dis en gros, c'est que c'est 3 livres en un. Il y a un livre en fait sur l'éducation, il y a un livre sur la technoscience, il y a un livre sur la bonne gouvernance. Donc en réalité, c'est comme si c'est 3 livres de 100 pages que j'ai concaténés pour en faire un seul livre. Et donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir regrouper les priorités de l'Afrique. Voilà ce que j'estime être les priorités de l'Afrique. Et en fait, donc, un livre dans lequel vous allez retrouver l'essentiel de ce que je pense donc sur les questions de développement. Et donc, mon ambition, c'est d'en faire un livre de référence dans lequel vous allez trouver les principales questions que vous vous posez sur le développement de l'Afrique. En gros, l'avantage du livre, c'est qu'il fait le lien entre plusieurs thèmes qui sont abordés de façon séparée dans des livres. Si vous parcourez un peu la littérature, vous allez voir des livres sur l'éducation en Afrique. Vous allez voir des livres qui traitent uniquement de la technologie en Afrique. Vous allez voir des livres qui sont axés essentiellement sur la technologie, sur la bonne gouvernance en Afrique. Et moi, j'ai voulu qu'en un seul livre, vous puissiez avoir tout cela. N'est-ce pas beau? Voilà, parce que je suis quelqu'un, j'aime les choses complètes. J'aime quand les choses sont traitées à 360 degrés. Parce que l'idée, je pouvais par exemple traiter ce livre en 3 tomes. Un tome sur l'éducation, un tome sur la technoscience et un 3e sur la bonne gouvernance. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est parce que moi, j'ai voulu qu'en un seul et même livre, vous puissiez trouver les grandes questions concernant l'Afrique. C'était vraiment ça l'objectif. Si je faisais un tome, quelqu'un pouvait acheter le tome 1 sur l'éducation et se dire, bon, ce livre, il est incomplet parce qu'il ne parle pas de la technoscience. Vous voyez. Mais moi, j'ai voulu qu'en un seul et même livre, vous puissiez avoir tout l'essentiel concernant les questions de développement. Alors, pour le public cible, je cible à peu près tout le monde. C'est-à-dire, d'un côté, les experts du développement, que ce soit des chercheurs, que ce soit des étudiants, que ce soit des journalistes, des hommes de médias, que ce soit des praticiens, des gens qui sont dans des ONG, qui implémentent des projets de développement. C'est mon public cible, d'une part. Et deuxième public cible aussi, c'est juste des curieux, des gens qui s'intéressent un peu aux dynamiques africaines et qui ont envie d'en savoir plus sur ces dynamiques. Donc, c'est un public, c'est un livre du moins qui s'adresse à tout le monde. Voilà, le spectre est très large. Chacun y trouvera son compte. Celui qui est chercheur, il trouvera ce qui va assouvir sa soif. Celui aussi qui est un curieux, qui veut juste quelques petites notions superficielles, en trouvera pour son compte. Donc, c'est un livre que j'ai fait pour tout le monde. Pourquoi alors le mot priorité? Le mot priorité est essentiel parce que c'est au cœur même, en fait, de ma réflexion. C'est au cœur de la réflexion qui a prévalu donc à l'écriture de ce livre. Le mot priorité, c'est pour dire que nous sommes dans un contexte où les ressources sont limitées. Que ce soit le temps, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources techniques et encore plus les ressources financières. Quand vous allez dans un ministère, vous leur demandez pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça en Afrique. On vous dit on n'a pas les gens qu'il faut, on n'a pas le budget qu'il faut. Donc, déjà quand vous prenez les budgets de nos pays, les budgets même sont limités. Vous voyez, au Burkina par exemple, le budget il est d'à peu près 3 000 milliards de francs CFA. Donc, dans un contexte où les ressources sont limitées,
pour moi, la question d'optimisation, la question de priorisation est essentielle. Vous voyez, si les ressources étaient illimitées, le mot priorité n'avait pas son sens. Mais dès que nous sommes dans un contexte où les ressources sont limitées, automatiquement la notion de priorité apparaît. Il faut donc choisir des axes stratégiques qu'on va prioriser, sur lesquels on va s'investir. Et la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est la chose à laquelle on accorde le plus d'énergie et le plus d'attention. Ça, c'est une priorité. La priorité également, c'est une chose qu'on suit, on fait du tracking. Chaque semaine ou bien chaque mois, on va s'asseoir pour réfléchir. Alors, moi, ma priorité, c'est d'avoir donc une expertise en télécommunication. Où est-ce que j'en suis? J'ai suivi quelle formation jusque-là? Qu'est-ce qu'il me reste pour affiner mon expertise en télécommunication? On fait du tracking quand on a une priorité. Mais si c'est pas une priorité, non, on laisse les choses aller comme elles vont, sans prêter attention. Vous voyez? Donc, c'est ça la notion de priorité. Et pour donner l'exemple, prenez par exemple quelqu'un qui vient d'avoir son master et il veut avoir un CDI. Bon, on a des étudiants dans la salle, donc j'imagine que ça leur parle. Avoir le CDI, c'est la priorité. Et donc, au nom de ce CDI, l'étudiant va tout faire. Il va par exemple faire des sacrifices. Il va préparer 200 CV, 400 lettres de motivation. Il va voyager. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai quitté Lille pour venir passer des entretiens ici à Paris. Je repartais avec le train, il fallait se lever tôt. J'ai fait ces sacrifices parce que, à l'époque, ma priorité, c'était d'avoir un CDI. Et je préparais les CV, je les envoyais, souvent tu n'as pas de réponse, souvent tu as des entretiens qui se passent mal, mais tu persévères, toute ton énergie est focalisée sur la priorité. Et donc, j'aimerais qu'on ressorte avec ce mot-clé-là, priorité. Parce que les ressources sont limitées. Et parce que les ressources sont limitées, nous devons définir les priorités. Et moi, j'en ai défini 3 que je partage dans le livre. Les priorités également, ce sont des batailles. Je vois les priorités en fait comme des axes stratégiques en ce sens que si vous gagnez ces batailles-là, ça vous permet de résoudre automatiquement d'autres batailles. Vous voyez, il y a un effet de levier derrière le mot priorité. Vous voyez, c'est-à-dire que si j'ai 10 tâches à faire, si j'arrive à trouver 3 tâches qui sont stratégiques et je commence par ces 3 tâches, elles vont automatiquement permettre elles vont faciliter ou accélérer même l'accomplissement des autres tâches. C'est ce que j'appelle également priorité. Vous voyez, on dit que oui, on peut me dire j'ai 10 tâches à faire, mais au lieu de faire un peu, chaque jour je fais un peu sur chaque tâche, si j'arrive à identifier 3 tâches stratégiques, je me lance dessus, je les termine. Si ces tâches ont un lien avec les autres, automatiquement en gagnant ces tâches-là, ça me permet d'accomplir de façon partielle aussi les autres. C'est ce que j'appelle aussi priorité. Vous voyez. Donc, c'est ce que je voulais indiquer par le mot priorité qui est essentiel dans le livre. Toutes les choses, tous les segments n'ont pas la même priorité. Si vous donnez la même priorité à tous les segments, vous n'allez pas vous en sortir parce que les ressources sont tout simplement limitées. Alors, dans le livre également, je me suis permis de parler un peu de mon parcours personnel. Pour ceux qui me connaissent, et la plupart d'entre vous me connaissent, je n'ai pas parlé de ma vie personnelle. Premièrement, peut-être parce que je suis burkinabé, et les burkinabés, de façon générale, culturellement, ils n'aiment pas parler d'eux-mêmes. Ça, c'est un premier point. Mais deuxièmement aussi parce que, en fait, je suis tellement animé des questions de développement, des questions structurelles, que pour moi, les questions de personnes, bon, ça n'a pas d'importance, quoi. Pour moi, la vie de chacun, que chacun gère sa vie comme il veut. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur ta vie. Dis-nous ce que tu penses sur la technologie. Dis-nous ce que tu penses sur l'économie. Pour moi, c'est ce qui m'importe. Donc, quand je vois quelqu'un, tout de suite, la discussion va vers l'économie, la politique ou je ne sais quoi. Mais je parle rarement de moi. Mais dans ce livre, je me suis permis, sur plusieurs dizaines de pages, de parler de moi. Pourquoi? Pas parce que je suis narcissique, mais c'est parce que je me dis que quand tu tiens le livre entre tes mains, je voudrais que tu comprennes pourquoi j'ai écrit ce livre. Je voudrais que tu comprennes un peu mon parcours personnel et que tu fasses le lien avec le contenu du livre. Je ne veux pas que le livre soit désincarné. Ce livre n'a pas été écrit par une intelligence artificielle, ça n'a pas été écrit par tel auteur qui est déjà connu, ça a été écrit par Alfred Savadogo. Et donc, je veux que tu trouves mon empreinte et surtout que tu réalises pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, pourquoi je dis ce que je dis aujourd'hui. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, il y a 15 ans de cela, on pouvait prédire que je serais en train de faire ce que je fais? Est-ce qu'il y a 20 ans, on pouvait prédire qu'aujourd'hui, j'allais publier un tel livre, j'allais être engagé de façon citoyenne? Donc, je me suis permis d'ouvrir un pan de ma vie, de mon parcours personnel, pour qu'on puisse savoir d'où est-ce que je viens, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Je me souviens une fois en Algérie, il y a un de mes professeurs qui m'a posé la question, il m'a demandé, parce qu'il me suivait sur Facebook, il voyait mes activités, il m'a demandé, est-ce que ton père fait de la politique? Est-ce que ton père est impliqué, voilà, dans la politique dans ton pays? Et je lui ai dit non. Pourquoi il a posé la question? Il voulait savoir pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que c'est de l'hérédité? Est-ce que c'est parce que mon père veut déjà me pistoler?
Est-ce que c'est que votre famille, c'est une famille bourgeoise du Burkina qui place ses enfants un peu partout? Ils voulaient comprendre mon histoire. Et c'est important qu'on puisse connaître l'histoire de l'auteur. Et là, ça permet de mieux comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit. Pourquoi il fait ce qu'il fait. Vous voyez, donc je me suis permis de parler un peu donc de mon parcours dans ce livre. Et également, pour résumer, parce que vous aurez l'occasion de lire pour découvrir les détails, mais en gros, mon histoire est celle d'un premier de classe. L'histoire d'un premier de classe qui ne voulait pas juste se limiter à l'excellence académique. C'est ça le résumé de mon histoire. J'avais de très bons résultats à l'école, major de promo quasiment sur toute la ligne, jusqu'au doctorat. Et puis, mais même au lycée, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Je suis premier de classe et après. Et après, on mange ça, on mange pas ça. Donc, dans mon cœur, il y avait une soif pour dire qu'il y a quelque chose de plus que ça. On ne peut pas juste se limiter à avoir de bonnes notes, 18 en physique, chimie, 20 en mathématiques. C'est bien, mais attends. Il y avait une soif en moi. Je me disais, ça, c'est pas suffisant, ça. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui m'a amené. Quand vous allez lire le livre, vous pourrez comprendre davantage tous ces aspects-là. J'espère que je suis en train de vous mettre l'eau à la bouche. Ouais. Ok. Donc, et je parle également de mon engagement citoyen, toujours dans mon parcours. Il y a l'engagement citoyen qui est au cœur de mon parcours. Je me suis engagé très tôt et je ne le regrette pas parce que, à travers l'engagement citoyen, j'ai porté mes convictions. Vous savez, on peut tous s'asseoir, parler de développement, que ce soit dans un grain, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue. On peut, voilà, discuter, tous débattre et chacun va rentrer chez lui dormir. Mais pour moi, ça c'est pas ça des convictions. Moi, des convictions, ce sont des éléments que tu es prêt à porter à travers une organisation, à travers un engagement. Moi, c'est ça, c'est cette cohérence-là, en fait, que je recherchais. Donc, je suis pas quelqu'un du genre à juste produire un livre et aller dormir chez moi, non. C'est la raison pour laquelle, avec Moubarak Zouré, le docteur Zouré, nous avons lancé le Emerald BF. C'est parce que, pour moi, quand tu dis que tu as des convictions, tu dois pouvoir les défendre. Et pour nous, la façon de défendre nos idées, c'était en créant une organisation, une plateforme officielle, structurée, méthodique, où on peut mener des activités et justement essayer maintenant d'ancrer nos convictions dans le réel. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui critiquent simplement et ceux qui changent l'Afrique. Ceux qui changent l'Afrique, c'est des gens qui vont pas juste s'asseoir, bavarder, débattre pour le plaisir de débattre et rentrer chez eux dormir. Moi, quand je finis de débattre, je pars après mener une activité pour ancrer ce que j'ai dit dans le réel. Donc, c'est ce que je nous invite à faire. Si vous voulez participer, c'est non seulement débattre, parce que débattre, c'est bien, ça alimente le débat public, mais après ça, soit vous lancez une organisation, soit vous intégrez une organisation où vous allez défendre vos convictions. Parce que c'est ce que j'appelle conviction. Une conviction qui t'amène juste à débattre et à rentrer dormir, je ne crois pas que ce soit une conviction. Quand on a une conviction, on a envie de l'ancrer dans le réel. On se bat pour que la conviction puisse être ancrée dans le réel. Également, mon parcours citoyen a été très riche parce que ça m'a permis aussi de comprendre comment marchent les organisations et ça bonifie aussi ma capacité à influencer le débat public. Et même quand je fais des propositions pour influencer les politiques publiques, c'est avec un certain niveau de connaissance, un certain niveau de réalisme, si vous permettez, entre guillemets. Parce que je sais déjà comment les choses fonctionnent à l'échelle d'une association. Donc, ça me permet de savoir un peu à l'échelle d'un ministère, d'une administration publique, comment les choses peuvent marcher. Mais si tu n'as pas cette culture-là, tu vas t'asseoir, en fait. Il y a des propositions, souvent j'entends les gens faire, mais je me dis, ça c'est une proposition qui a du mal, c'est hors sol en fait. C'est une proposition, quand je vois la faisabilité, je me dis, tiens, ça va être très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Dans l'absolu, c'est pas, rien n'est impossible. Mais ça va être très difficile. Parce que moi, déjà, qui suis leader d'association, je vois les difficultés que nous avons et j'imagine maintenant les difficultés à grande échelle, que ce soit dans une administration publique, dans un ministère, etc., etc. Donc, j'imagine, en fait, donc, le fait d'avoir dirigé une association pendant quasiment une décennie, ça fait que je suis ancré sur le réel aussi. C'est vrai que je milite pour améliorer les politiques publiques, mais même quand je fais des propositions, je sais anticiper les difficultés, en fait. Mais si tu n'as jamais été dans le cadre d'une organisation, tu vas dire, ah non, on peut faire ci, on peut faire ça. Mon ami, c'est pas comme ça marche. Tu vois? Et le monde associatif m'a appris ça. Je suis humble. Je sais qu'il y a des choses, la faisabilité est très difficile. Parce que moi-même, déjà, au sein de l'association, je n'ai pas pu réaliser tel type de choses. Donc ça m'oblige à être humble et à savoir anticiper aussi quand je fais des propositions. Je vous prends un exemple très simple. Peut-être que ce que je dis est vague. Les États-Unis d'Afrique. C'est un projet qui est très beau, très pertinent. Mais la faisabilité, pas point de suspension. Parce que déjà, si vous voulez réunir 3 associations pour mener une activité, je vous laisse imaginer les difficultés que vous pouvez
éprouvés. N'en parlons pas, 54 États, vous voyez, avec leur dynamique, avec leurs ambitions, avec leur souveraineté, avec leurs égos, il y a des leaders qui ont des égos, etc., etc. Donc, voilà, je veux dire que mon parcours associatif aussi me permet quand même d'avoir du réalisme. C'est vrai, je suis idéaliste dans le sens que je suis volontariste, je veux changer les choses, mais dans le même temps, quand je parle en anticipant les difficultés, parce que j'ai vécu des difficultés dans une petite organisation qu'on appelle association, et je peux imaginer à la tête de l'État aussi les contraintes qu'on peut ressentir, même si je n'excuse pas les dirigeants. Ah non, si vous lisez le livre, vous allez voir que je fais beaucoup de reproches aux dirigeants, mais il y a une partie où je comprends comment marche le système à petite échelle et je fais des propositions pour pouvoir lever les obstacles qui peuvent se poser quand on veut mettre en place certaines politiques. Ensuite, le livre, c'est un livre qui est bien documenté. Bien documenté, c'est-à-dire que je fais déjà référence à plusieurs auteurs qui sont connus. OK? Et parmi ces auteurs, on a Aimé Césaire, que vous connaissez sûrement tous. On a Kwame Nkrumah, que vous connaissez pour la plupart, j'imagine. On a Antonio Gramsci, pour ceux qui lisent beaucoup. Le professeur Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, mon compatriote. Le professeur Kakou Nubokpo, togolais. Edem Kodjo également. José do Nascimento, Dr Moumouni Diofo, Jean-François Obembe, Dr Poussi Sawadogo, l'un de mes mentors, Jacques Attali, que vous connaissez sûrement, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup de références pour dire que je ne suis pas le premier à parler de ces choses. Il faut d'abord que j'aille voir ce que mes prédécesseurs ont déjà dit sur les sujets, puiser même dans leurs riches réflexions pour également donc écrire mon livre. Ensuite, c'est un livre qui est bien documenté en ce sens qu'il y a des données notamment publiées par de grandes agences telles que l'ONU, la Banque mondiale, l'OMS, l'OMC, l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'UNESCO, l'UIT, l'UNICEF, le PNUD, la FAO, l'Union africaine, la BAD, donc autant d'institutions de référence qui produisent des données et je me suis appuyé sur ces données pour donc mon argumentation. Donc c'est un livre qui est très bien documenté à ce niveau-là. Un livre aussi qui est centré sur les faits. Un livre qui est centré sur les faits, qui est centré sur les données et les chiffres. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand je discute avec les gens, souvent très vite quand vous discutez de l'Afrique, on vire dans l'idéologie. Très vite ça va dans l'idéologie ou le fantasme. Le fantasme c'est quoi? C'est dire par exemple, vous savez, dans l'Afrique ancienne, tout était rose. Oui, il y a des gens comme ça, tu vas discuter avec eux, ils sont dans les fantasmes, dans l'idéologie. Dans l'Afrique ancienne, oh, tout était rose. Tu savais quel était le taux de mortalité infantile dans l'Afrique ancienne? Une femme devait faire 20 enfants pour espérer en garder 3. C'est ça, l'Afrique était rose là? Donc, moi, j'accorde une place de choix aux faits. L'idéologie, c'est bien, mais il faut revenir dans les faits. Les données. Qu'est-ce que les données disent de la situation? Parce que si on reste dans l'idéologie, on sera suspendu, on sera hors sol, on sera en lévitation vis-à-vis du sol. Non, il faut garder les pieds sur terre pour, à partir des données, comprendre le réel. Il ne faut pas imaginer le réel, il ne faut pas le fantasmer. Le réel est documenté par des chiffres, par des faits, par des événements. Il faut les regarder pour comprendre le réel. Au lieu d'être dans son imagination, oh non, l'Afrique ancienne tout était rose. Non. Donc, j'ai beaucoup focalisé le livre sur les faits. Donc, pas d'idéologie, pas de fantasme. Aussi, je me suis extrait des débats intellectualistes. Qu'est-ce que j'appelle débat intellectualiste? Dans le monde intellectuel, vous allez entendre des gens dire, par exemple, débattre. Ils débattent un peu sur le sexe des anges, quoi. Ils disent, par exemple, est-ce que l'Afrique est en retard? Il y a deux écoles en la matière. Est-ce que l'Afrique est en retard? Il y en a qui disent que l'Afrique est en retard. Il y en a qui disent que non, l'Afrique n'est pas en retard. Parce que quand vous dites que l'Afrique est en retard, c'est parce que vous comparez la dynamique civilisationnelle africaine à d'autres dynamiques civilisationnelles. Donc, il y a un débat. Je ne vous raconte pas des histoires, c'est un débat sérieux en tant des intellectuels. Mais j'appelle ça un débat intellectualiste. Vous voyez, moi, je ne suis pas dans ces débats intellectualistes. Je me suis extrait de ça. Parce que pour moi, ce qui compte, ce sont les faits. Les faits, pour moi, c'est quoi? C'est à la fin de la journée, combien d'Africains ont eu 3 repas? Pour moi, c'est ça les faits. Les faits, c'est quoi? C'est à la fin de la journée, quels sont les Africains qui sont en sécurité? Ils ne sont pas menacés par des brigands, ils ne sont pas menacés par les djihadistes, etc. Pour moi, ça, c'est les faits. À la fin de la journée, combien d'Africains ont des logements décents? À la fin de la journée, combien d'Africains sont éduqués? À la fin de la journée, combien d'Africains ont des emplois décents? Pour moi, c'est ça le réel. C'est bien d'aller discuter l'Afrique est en retard ou pas. C'est conceptuel. OK? Mais dans les faits, le soir, à la fin de la journée, on peut voir les faits. Donc moi, j'ai essayé vraiment de m'extraire de l'idéologie
des fantasmes et des débats intellectualistes pour nous ramener sur le réel. Et donc, le livre est plein donc de chiffres, de données pour nous faire comprendre le réel. J'ai bâti donc le livre sur les faits, sur le réel. Et cela vient aussi de ma formation doctorale. Avant ma formation doctorale, je n'étais pas aussi pointueux. Okay? C'est ma formation doctorale qui m'a permis de comprendre que quantifier les choses, la précision de la quantification est très importante. Il est bien de parler des phénomènes, mais si vous ne les quantifiez pas, vous ne pouvez pas prendre la juste mesure de la situation. Vous voyez? Donc, on peut avoir une idée d'un problème, hein, quand je vous parle tout de suite du problème d'emploi en Afrique. Tout le monde d'entre nous ici a une idée. Mais quand vous avez les chiffres, ça vous donne plus conscience en fait de la chose. Les chiffres montrent qu'en réalité, on a 10 à 12 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Ce sont des données de la BAD, Banque africaine de développement. Donc 10 à 12 millions d'Africains qui arrivent sur le marché chaque année. Et vous savez combien d'emplois formels sont créés chaque année? Seulement 3 millions. Et donc vous voyez, on a tous une idée du chômage, mais quand je vous donne ces chiffres, vous quantifiez maintenant pour comprendre que là, l'écart est abyssal. Et quand l'écart est abyssal, les efforts doivent être conséquents derrière. Donc, dans le livre, j'ai beaucoup quantifié. La première partie est intitulée « Les indicateurs socio-économiques de l'Afrique ». Ce sont des chiffres, ce sont des données, ce sont des faits que je relate pour nous montrer la situation, l'ampleur des défis. Et quand on comprend l'ampleur, on ne part pas dormir, mais on se retrousse les manches pour travailler. Alors, les grands axes du livre, vous l'aurez compris, c'est écrit d'ailleurs dans le sous-titre, c'est l'éducation, c'est la technoscience et c'est la bonne gouvernance. Alors, pourquoi la technoscience? Bon, j'en ai dit un mot au début, mais je vais revenir là-dessus. Vous savez, je suis pas allé très loin pour chercher ces concepts-là, je suis pas allé très loin. J'ai regardé mon quotidien. Je me suis dit, je me lève. Déjà, ce qui m'amène à me réveiller le matin, c'est mon réveil, c'est mon téléphone. Et mon téléphone est le fruit de la science et de la technologie. Je me lève, je vais par exemple, je sais pas, je vais par exemple me doucher. Le dispositif d'eau chaude et tout, c'est de la science et de la technologie. OK? Pour me brosser, ma brosse à dents, c'est le fruit de la science et de la technologie. Ma pâte dentifrice, c'est le fruit de la science et de la technologie. Quoi d'autre encore? Le moyen de transport, ma voiture pour aller au boulot. Ceux qui prennent les RER, les transports, c'est de la science et de la technologie. J'arrive au boulot, je suis devant mon PC, c'est de la science et de la technologie. Le soir, je rentre encore, je sais quoi, je regarde par la télé. La télé, c'est de la science et de la technologie. Le repas que je prends, le matin, à midi ou le soir, c'est quoi? Transformation agroalimentaire, c'est de la science et de la technologie. Donc, j'ai vu avec mon quotidien du matin au soir, je ne fais qu'exploiter des marchandises ou bien des services qui sont forcément liés à la science et à la technologie. Donc, je me suis dit, mais tiens, cette affaire de technoscience là, mais c'est au cœur même de nos vies, quoi. On ne peut pas s'en passer. Vous voyez? Donc, je suis pas allé très loin. J'ai regardé mon quotidien, j'ai compris que la technoscience est au cœur du défi. La technoscience est au cœur du défi. On a besoin d'ordinateurs, on a besoin de satellites, on a besoin de drones, on a besoin de même les respirateurs à l'hôpital. Tout ce que vous voyez à l'hôpital, c'est quoi? Le fruit de la science et de la technologie. Les respirateurs, c'est quoi? Les couveuses pour les enfants. La science et de la technologie, c'est pas autre chose. Donc, au quotidien, nos besoins sont orientés vers la science et la technologie. Il y a deux solutions. Soit vous produisez ces biens technologiques dont vous avez besoin, soit vous les importez. Il n'y a que ces deux logiques-là. Alors, on peut les importer, oui, pourquoi pas. Mais déjà, on va beaucoup dépenser. Dans le livre, je donne les chiffres concernant les importations de l'Afrique. Vous allez beaucoup dépenser. Non seulement dépenser, mais aussi l'emploi pour les jeunes. Parce que les importations, c'est de l'emploi que vous créez ailleurs, pas chez vous. Voilà pourquoi il y a un déficit aussi criard d'emploi en Afrique. C'est parce qu'on importe beaucoup, donc il n'y a pas d'emploi qui est créé sur place. Et troisième chose également, ça crée de la dépendance. Et ça, c'est capital. On l'a vu pendant la crise de Covid, où justement, voilà, tout le monde était bloqué chez lui, il y avait plus le commerce international avait pris un grand coup. Et du coup, si vous avez besoin de respirateurs, même de médicaments, l'Afrique fabrique à peine 2% des médicaments qui sont consommés sur le continent. Donc, on dépend du reste du monde entier pour nous fabriquer des médicaments, même pour nous nourrir. L'Afrique n'arrive pas à se nourrir pour le moment. Donc, vous voyez, on importe tout cela, donc il n'y a pas de boulot, il y a de la dépendance, et puis donc on dépense beaucoup d'argent qui pourrait donc servir sur place. Donc, c'est ce qui m'a amené donc à mettre la technoscience au cœur donc du livre, et je vais aller très vite pour terminer enfin. La souveraineté, je vais rebondir un peu sur la souveraineté parce que tout de suite je parlais donc de dépendance. La dépendance et la souveraineté sont liées. La souveraineté, c'est un terme qui est en vogue actuellement. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, les jeunes Africains parlent de souveraineté, on est souverain, on veut être souverain. Mais est-ce qu'on peut être souverain
si on importe les aliments dont on a besoin, si on importe les drones même qui sont censés sécuriser nos territoires, on les importe. Est-ce qu'on est souverain également lorsqu'on importe la nourriture pour manger, se nourrir, on importe tout cela. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté dans ce cas de figure? Donc ce que je veux dire par là, c'est que la souveraineté ne se décrète pas. Je suis le premier à vouloir la souveraineté, je vous le dis. Mais ce que j'observe dans les faits, là maintenant c'est l'idéologie. Vous voyez, je sors de l'idéologie. Dans les faits, la souveraineté ne se décrète pas. La souveraineté se construit à travers des capacités d'innovation technologique. Les nations les plus technologiquement développées vont toujours dominer les nations qui n'ont pas de technologie. Vous voyez, c'est un fait. On n'a pas besoin de crier, de sauter, de vouloir recuser ça. C'est pas possible. C'est une vérité. Vous voyez, en science, par exemple, ça c'est les lois de la nature. Le vent souffle des zones de haute pression vers les zones de basse pression. C'est une loi naturelle. On ne peut rien contre ça. Que tu sois d'accord ou pas, le vent va souffler des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Ce que je veux dire par là, c'est que les nations technologiquement développées ont toujours dominé les nations qui ne sont pas technologiquement développées. On n'a pas besoin d'être dans le fantasme ou dans l'idéologie. Vous voyez, donc la souveraineté se construit à travers la technoscience. Si aujourd'hui, nous avons des technologies développées, vous pensez que l'Afrique sera encore considérée comme le dernier de la classe? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle avait été une technologie inventée par les Africains, vous pensez que on aurait regardé les Africains un peu comme le dernier de la classe? Si aujourd'hui, nous inventons la technologie qui viendra après l'intelligence artificielle, vous pensez que l'Afrique sera encore marginalisée dans le concert des continents? Non. La puissance respecte la puissance. Et la puissance dans ce monde post-révolution industrielle, c'est la technoscience. La technoscience, c'est le creuset, c'est le fondement de la puissance. Si vous laissez la technoscience pour aller crier sur tous les toits, vous n'allez pas arranger la situation. Vous voyez, donc la souveraineté aujourd'hui, c'est la technologie. Et vous allez le constater, les nations les plus technologiquement avancées sont celles qui dominent les autres. C'est un fait. Que tu le veuilles ou pas, si tu dépends de la technologie des autres, tu dépends de la nourriture des autres, tu dépends des couveuses, des respirateurs des autres, tu dépends même des pâtes dentifrice des autres, des aiguilles des autres, les armes des autres, parce que sur le plan militaire également, nous sommes dépendants. Vous voyez? Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais vous aurez compris, c'est le cri de mon cœur en fait. C'est le cri de mon cœur. Les débats intellectualistes, c'est bien. L'idéologie, les fantasmes, c'est bien, mais les gars, revenons au réel. Le réel, c'est que le monde est dominé et régi par la technoscience. Qu'on le veut ou pas, c'est ça. Donc, on a intérêt à le comprendre et à ériger cela en priorité. Et je finis par là, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est parti de quoi? Désolé, je crois que j'ai débordé, mais vraiment désolé, j'ai tellement de choses sur le cœur et l'attention avec laquelle vous me suivez donc m'encourage. Merci. Alors donc je termine par là quand même pour ne pas trop déborder. J'ai constaté à gauche, nous avons les populations africaines qui sont pauvres. Les chiffres montrent à peu près que 60% des personnes extrêmement pauvres dans le monde sont africaines. 60%. Et d'ici 2050, on sera à 90%. Donc, on a des populations qui sont pauvres, qui manquent d'éducation, qui manquent de santé, de centres de santé, qui n'ont même pas d'infrastructure, les routes ne sont pas bitumées, il n'y a pas d'énergie. Voilà, l'énergie, il y a 600 millions d'Africains qui vivent sans énergie. Vous imaginez la qualité de vie de ces gens-là qui vivent sans énergie? Bref, donc des populations qui sont pauvres majoritairement. Mais à droite, je vois des dirigeants qui sont riches, qui vivent dans un luxe insolent. Il y en a même qui sont poursuivis en France pour des procès de biens mal acquis. Je ne sais pas si vous voyez l'image. À gauche, population pauvre. À droite, les gouvernants qui sont riches, au point où certains sont poursuivis pour biens mal acquis. Et c'est de là que j'ai tiré en fait que la gouvernance profite non pas aux populations, mais finalement aux dirigeants. Vous êtes d'accord avec moi? Les faits le prouvent. Donc, à partir des faits, je tire ma conclusion que, mais attends, la gouvernance publique veut dire gouvernance au service du public. Mais cette gouvernance publique enrichit tout le monde, sauf le public. Je me suis dit, mais attends, il y a un problème ici. Et c'est ce que j'appelle la malgouvernance. La malgouvernance, c'est le fait que la gouvernance ne profite pas au peuple, aux populations. Vous voyez, on parle de mandat public. Un mandat public, c'est un mandat qui est censé servir les intérêts du public. Je définis la bonne gouvernance comme le fait de mettre la gouvernance au service des majorités. Vous voyez, la gouvernance publique a vocation à servir les intérêts du peuple. Il n'y a pas de raison que cette gouvernance soit trafiquée
soit dévoyée, soit dénaturée pour aller servir les intérêts des dirigeants. Et donc, c'est pour cela que je parle de bonne gouvernance et je vous laisserai donc lire le livre pour comprendre tout ce que je dis sur la bonne gouvernance. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que les populations qui sont dans nos pays bénéficient des finances publiques, bénéficient des ressources que génèrent les ressources naturelles dont nous nous vantons très souvent. Et je termine par cette dernière partie encore, une seule minute. Voilà, c'est l'éducation pour dire que j'ai parlé de technosciences, j'ai parlé de bonne gouvernance. Le tronc commun de tous ces deux-là, c'est l'éducation. L'éducation, je le dis dans le livre, est la mère de toutes les batailles. Vous ne pouvez pas développer la technoscience sans éducation parce que les techniciens supérieurs dont on a besoin, les ingénieurs, les chercheurs, les scientifiques, ils sont formés dans les écoles. Donc l'éducation est cardinale. Bonne gouvernance également, il n'y a pas de bonne gouvernance sans l'éducation. Parce que c'est seulement lorsque le peuple est éclairé, lorsque le peuple comprend ce qui se passe, qu'il devient exigeant et il ne se laisse plus marcher sur les pieds. Lorsque ses droits sont bafoués, il se lève pour dire aux dirigeants, ça ne va pas se passer comme ça. Ici, vous avez détourné tel argent, il faut des enquêtes, il faut des audits, il faut faire la lumière sur cette affaire et rétablir la justice. Donc, il n'y a que des citoyens exigeants. C'est un concept que j'ai développé, que j'ai consigné dans le livre, citoyens exigeants. Il faut des citoyens exigeants pour imposer la bonne gouvernance. Il n'y a pas d'exigence si on n'est pas éduqué. Et donc, le livre est suivi d'un projet, je termine par là. Naf, il a très bien dit, il y a 5 € qui sont collectés sur chaque exemplaire que vous achetez pour payer donc des manuels scolaires pour des enfants en Afrique. Voilà. Parce que je l'ai dit, le livre est centré sur l'éducation, donc symboliquement, je veux récolter cet argent-là pour payer de quoi acheter des manuels pour des enfants. Et derrière aussi, c'est suivi d'un projet parce que on va lancer ce qu'on va appeler le réseau Afrique et Savoir, qui est un réseau qui promeut l'éducation et la science en Afrique. Voilà, donc le livre, c'est pas juste un livre et puis je vais dormir encore. Mais après le livre, il y a un projet que j'appelle le réseau Afrique et Savoir. Si vous voulez en faire partie, vous pourrez donc vous inscrire pour en faire partie. Mais je vais rassembler toutes les personnes intéressées. On va créer une plateforme internationale d'envergure et ambitieuse, récolter des fonds, trouver du financement pour soutenir l'éducation et donc la science en Afrique. Donc je vous remercie pour votre attention et désolé d'avoir été aussi long.